Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne journée. Enfin, merci d'être là en nombre déjà. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne conférence. Et surtout qu'il vous reste encore de l'énergie pour l'heure qu'on va passer ensemble jusqu'à la fin. Euh, donc, alors, j'ai pas de. C'est normal que j'ai pas d'image. Ça va arriver, Ça commence bien. les joies Voilà. du live. Donc on va revenir en arrière. Donc, en tout cas, moi, je suis ravi d'être ici devant vous pour vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus d'un an chez ManoMano, à savoir la création et l'animation de la première communauté produit au sein de ManoMano. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques mots d'introduction. Donc, voilà, moi, je suis Alexandre, je suis fait du PM depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, dans diverses entreprises, divers environnements, divers produits. Et depuis un an et demi à peu près, un petit peu moins, depuis juillet 2021, je suis chez ManoMano en tant que senior PM responsable de l'expérience de recherche pour les utilisateurs. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le bricolage, ManoMano, c'est donc une marketplace, leader européen sur le secteur du jardinage, du bricolage, de l'amélioration de la maison. On est présent dans 6 pays, donc depuis 2013, donc présent depuis 2013 et ensuite dans 6 pays, avec un catalogue de 16 millions de produits. Donc moi, quand je suis arrivé il y a un an et demi, le catalogue était de 10 millions de produits, donc on a une grosse croissance à ce niveau-là, et environ 4000 vendeurs. En termes d'organisation, ManoMano, c'est à peu près 1000 personnes, un petit peu plus. Donc on a passé les 1000 il y a 2-3 mois, donc c'est quand même une grosse boîte. Et on est organisé en 4 bureaux, donc 4 bureaux, 2 à Paris, un à Barcelone, un à Bordeaux. Et on a aussi eu pas mal de levées de fonds successives, dont la dernière était en 2021 de 355 millions. Voilà pour le contexte, pour l'introduction. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous raconter une histoire. Pour raconter l'histoire de la création de la première communauté produit au sein de ManoMano. Et cette histoire vient avec 2 enseignements que j'ai envie de vous partager. Le premier, c'est pourquoi une communauté fait sens, qu'est-ce qu'elle apporte, comment elle se constitue, que ce soit ManoMano ou pas d'ailleurs. Et aussi, de manière un peu plus pragmatique pour vous, qu'est-ce qu'on a retenu de cette création, qu'est-ce qu'on a retenu du voyage, de l'histoire que je vais vous raconter, quelles sont les best practices que vous pouvez retenir, quels sont les succès, les fails qu'on a eus. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça, qu'est-ce que nous, on peut partager avec vous. Et voilà, je vais faire aussi, l'idée c'est aussi de suivre les moments principaux de la création et de l'animation de cette communauté. Donc le premier c'est la genèse, vraiment quel était le problème, pourquoi est-ce qu'on s'est attaché à ce sujet-là. Le deuxième c'est la construction, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on l'a mis en place. Ensuite on va arriver aux learning importants, principaux, donc qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qui est important à partager, surtout c'est ça qui va être très pragmatique. Et la fin c'est l'épilogue, où on en est aujourd'hui, quel est le futur, quelles sont les questions qu'on se pose, parce que c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, c'est quelque chose qui évolue, c'est pas quelque chose qui est fixe. Et donc voilà, on a aussi des questions, on est assez humble sur certains sujets, et donc voilà, c'est ce que je vais vous partager à la fin. Donc, c'est parti, la genèse. Donc le problème, pourquoi est-ce qu'on s'attache à cette communauté produit, pourquoi est-ce qu'on s'attache à en créer une. Et pour comprendre un petit peu ça, il faut revenir quelques mois, voire années en arrière, donc même avant que j'arrive. Donc ManoMano, c'est ce qu'on appelle une scale-up, c'est une société, une entreprise qui, depuis plusieurs années, est en hyper-croissance, donc de nombreux projets, de grosses ambitions, qui se matérialisent par, on l'a dit, des nombreuses levées de fonds, et donc qui permettent effectivement aussi de financer des équipes assez importantes qui permettent de réaliser ces ambitions. Notamment, moi, quand je suis arrivé, l'équipe produit était constituée de 45 product managers. Le quart, donc 25% de ces 45 product managers, est arrivé la même année que moi. Donc ça vous montre un petit peu la croissance, le rythme de croissance qu'on avait côté produit, les ambitions qu'on avait. Et aujourd'hui, on est 60. Donc en gros, on n'arrête pas de croître. Et forcément, l'équipe tech, au global, aussi croît également. Donc ça, c'est les 2 aspects quantitatifs qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi 2 aspects qui sont plus qualitatifs, qui sont très directement corrélés en fait, à ces aspects quantitatifs. C'est que pour supporter cette ambition, pour supporter cette croissance, et donc du coup pour justement avoir une structure, une nouvelle organisation a été mise en place, des nouvelles manières de travailler ont été mises en place. Donc c'est le jour où je suis arrivé en fait à Nano, exactement, on a vu une annonce qui était voilà, maintenant on va travailler de cette manière-là. Donc c'est des nouvelles choses à apprendre pour l'équipe tech, des nouvelles choses à mettre en place, nouveaux process, nouveaux outils également. Donc vraiment beaucoup de changements, donc une équipe produit qui évolue beaucoup, qui a beaucoup évolué. Et en parallèle de ça, l'équipe produit évoluait et on l'a fait évoluer par le haut également. C'est-à-dire qu'un nouveau leadership produit est arrivé. Un VP produit est arrivé en fin d'année dernière. Et donc ça a mis pas mal de liens et pas mal de structures aussi au sein de cette équipe-là. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. On a une croissance, on essaie de la soutenir et on a justement la capacité de le faire. En revanche, accroître la capacité de l'équipe, accroître
la manière ou changer la manière de travailler vient aussi avec une croissance de la complexité à gérer. Et cette complexité se matérialise avec tous les différents problèmes que les PM peuvent rencontrer, les PM et même l'équipe tech au global peuvent rencontrer au quotidien, des problèmes, des frictions, des problèmes sur le delivery, sur l'opérationnel, voilà. Et par exemple, pour avoir des exemples très concrets, beaucoup de PM sont arrivés pendant le Covid, donc sont arrivés en remote, ne sont pas forcément parlés, donc il y a une notion de gestion de la connaissance, comment est-ce qu'on arrive justement à faire que cette connaissance transpire. Beaucoup de PM sont arrivés, il y a eu un gros turnover aussi, donc certains sont partis, d'autres sont arrivés, avec leur seniorité, avec leur expérience, donc c'est pareil, comment est-ce qu'on fait que tout ça fonctionne ensemble. Donc pour le coup, on a eu effectivement beaucoup de problèmes ou de frictions, tout ça implique beaucoup de problèmes, beaucoup de frictions, qui m'ont mené en fait à mon premier point, mon point numéro 1, à mon constat numéro 1. Donc pour les moins jeunes d'entre nous, cette pub peut représenter quelque chose. Donc, ce qui veut dire, voilà, sans maîtrise, en fait, la puissance n'est rien, donc je paraphrase un petit peu, mais autrement dit, si on a envie de faire qu'une équipe fonctionne au global, arrive à délivrer, arrive à être efficace, au final, il faut qu'on arrive à adresser les problèmes, les comprendre, ces problèmes, et aussi dans l'idée de créer un environnement, une structure qui soit la plus stable possible, la plus pérenne possible, et la plus, disons, facilement maniable pour que les PM puissent aussi aller accroître leur expérience, accroître leur envie et leur désir de rester aussi chez Mano Mano. Et c'est vachement important parce qu'au final, quand vous êtes dans ce contexte-là, vous allez avoir des PM qui potentiellement n'ont pas forcément tout le matériel à disposition pour délivrer de la meilleure manière, de la manière la plus optimale. Et certains PM vont être résilients, mais grosso modo, ça ne pas forcément fonctionner, on a une perte de valeur. Et certains PM ne sont pas résilients, ils vont partir. Donc on l'a expérimenté aussi. Et donc là, vous avez aussi de la perte de valeur. Donc l'idée, c'est réellement d'aller s'adresser à ces problèmes-là, pour justement créer cette stabilité, mais aussi justement avoir le plus de valeur possible ou éviter de perdre le plus de valeur possible. Une fois qu'on a dit ça, en vrai, quand je suis arrivé, il y avait déjà des choses qui existaient. Donc vous avez ici, en fait, sur la droite, un board Miro qui représente tous les problèmes qui avaient déjà été listés. Donc il y avait déjà une équipe, il y avait déjà des gens qui s'étaient intéressés à cette thématique-là. Donc il y avait déjà pas mal de problèmes qui avaient été listés, donc thématisés également selon les différentes colonnes. En revanche, il n'y avait pas réellement d'ownership. On ne savait pas qui vraiment était à la tête de ça. Il n'y a pas d'ownership, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de synchronisation, on ne sait pas quels sont les projets qui avancent, on ne sait pas comment ils avancent, et on ne sait pas non plus est-ce qu'il y a une vraie finalité à tout ça. Donc on avait du mal justement à mener ces éléments au bout. Et qui plus est, ce n'était pas un ownership produit. Donc c'était assez paradoxal parce qu'en fait, on a des problématiques produits qui ne sont pas forcément ownés par des gens qui sont sur le produit. Donc on avait un peu un double effet et un double paradoxe à ce niveau-là. En revanche, malgré ça, on avait quand même des PM qui travaillaient sur ces sujets, donc qui étaient assez motivés pour travailler sur ces sujets, mais travaillaient de manière isolée. C'est-à-dire qu'on a un PM qui travaille sur un sujet A, par exemple, un PM qui travaille sur un sujet B, voilà, pour essayer de faire avancer aussi les choses. Mais c'était des choses qui étaient assez isolées. Et malheureusement, les initiatives isolées, en fait, surtout dans notre contexte à nous, ont du mal à fonctionner, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles consomment du temps, ça consomme du temps et de l'énergie. Il faut savoir que des PM, donc on est passé de 45 à 60, et même on était beaucoup moins avant que j'arrive, sont séparés dans plusieurs bureaux, Barcelone, Paris, Bordeaux. Donc c'est compliqué d'aller voir chaque PM, on ne va pas forcément voir chaque PM, mais typiquement d'avoir les problèmes de chaque PM, d'aller proposer quelque chose à chaque PM, d'aller proposer quelque chose même aux équipes qui sont dans différents bureaux. Donc ça consomme beaucoup de temps pour faire quelque chose. Donc ça peut aussi empêcher un PM de faire son travail initial. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de direction commune. Typiquement, c'est aussi important. Si vous avez des PM qui travaillent sur certains sujets, mais qui au final n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, n'arrivent pas à avoir une synchronisation, n'arrivent pas à avoir typiquement un socle commun, c'est compliqué d'aller avoir de l'impact. C'est compliqué aussi de communiquer, et c'est compliqué quand on va avoir le leadership produit, par exemple, de lui vendre quelque chose, parce qu'on va avoir des voix dissonantes, on va avoir des gens qui ne sont pas forcément très structurés, très organisés, et au final, on perd aussi beaucoup d'énergie. Et ce qui mène au dernier point, où voilà, on arrive dans la situation où il y a des PM qui font un petit peu de ça, un petit peu de ci, et au final, ne font pas réellement grand-chose. Donc, je caricature volontairement, mais en gros, voilà, si vous faites un petit peu de votre travail, que vous perdez de l'énergie à faire autre chose sur le côté, justement, où il n'y a pas réellement d'impact et de valeur, en gros, vous perdez du focus, vous perdez de la valeur, et ça devient très démotivant, à la fois pour vous, à la fois pour l'équipe, et en fait, il n'y a pas de lien, il n'y a pas réellement de suite à ça. Ce qui mène à mon deuxième point, en vrai. Donc,
qui est, voilà, donc c'est important d'aller résoudre les problèmes, de les comprendre. En revanche, c'est important aussi, surtout dans notre contexte à nous, c'était vachement important, de savoir sur qui on se repose. Et donc du coup, de ne pas se reposer sur des gens qui sont isolés ou sur uniquement des initiatives comme j'ai vu tout à l'heure, où voilà, on est un petit peu seul, mais plutôt de prendre ces gens-là qui sont motivés et d'en faire un groupe, justement, pour pouvoir avoir plus d'impact, avoir plus de valeur, et donc du coup avoir un vrai poids, surtout dans notre contexte. Donc, ce qui mène au final à la conclusion suivante un peu sur cette partie, sur la genèse, c'est qu'au final, nous, côté PM, notre job quotidien, c'est réellement d'aller comprendre et d'aller essayer de traiter des problèmes utilisateurs. Nos utilisateurs utilisent notre produit, ils ont des frictions, ils n'arrivent pas forcément des fois à l'utiliser, il faut qu'on arrive à les résoudre ces problèmes et à créer de la valeur. En revanche, qui résout nos problèmes au final? Qui s'occupe de ces problèmes-là? Parce qu'au final, on est tous utilisateurs de quelque chose, d'une organisation, d'un process, d'un outil. Et au final, les frictions existent aussi à ce niveau-là. Donc c'est important justement d'aller essayer de comprendre ça et d'aller adresser ça de la meilleure des manières. Donc voilà, ça c'est un peu pour la reconnaissance du problème. Voilà, quelle était la situation et pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé à cet aspect-là et justement à créer quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'il y avait ce contexte et cette reconnaissance un petit peu de la situation, vient la partie construction. Qu'est-ce qu'on a construit à Mano Mano? Quelle était la solution, la réponse à cette situation-là? Et bon, sans plus attendre, voilà le produit qui existe chez nous. Enfin, le produit, le framework, vous l'appelez comme vous voulez, qui s'appelle Popeye en vrai. Donc, c'est un acronyme assez sympa, donc Product Operation and Excellency. Donc, ça fonctionne très bien, le logo est sympa. Voilà, les gens nous reconnaissent aussi plutôt bien. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, mais en revanche, donc ça c'est pour l'enrobage. Voilà, l'enrobage est sympa, il est chouette. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'est-ce qui nous a mené à cet enrobage et à ce produit final. Et c'est là où je vous en ai maintenant. Sur tout le making-of, comment est-ce qu'on a justement créé cette communauté, quels sont les principes clés qui sous-tendent cette communauté et aussi un petit peu quelles sont les réalisations qu'on a réussi à faire. Donc quand je vous ai dit, le point de départ, ça a été l'été 2021. Voilà, la genèse, on comprend qu'il y a des problèmes existent, il y a quelque chose qui se passe, mais pas réellement, pas beaucoup de traction, pas beaucoup de synchronisation, pas beaucoup d'ownership. Voilà, donc il faut faire quelque chose. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui s'occupait un petit peu de ces sujets-là, je crois que c'était côté équipe agile, et qui pose une question, non, voilà, on a besoin d'un PM qui anime un après-midi produit. Donc chez nous, on a ce qu'on appelle les crafters nous, donc c'est tous les jeudis après-midi, on a voilà, un endroit où un temps dédié à de l'apprentissage, à de l'auto-apprentissage sur des sujets qu'on veut, qui n'est pas très pris par le produit d'ailleurs. Et l'idée, c'est voilà, de tirer ça sur cet après-midi-là. Donc en gros, moi j'entends ça, moi c'est une problématique qui m'intéresse, donc je me dis ok, pourquoi pas, ça peut être vraiment cool, en plus on sait qu'il faut y aller. En revanche, pourquoi juste un après-midi? Pourquoi pas essayer d'avoir un petit peu plus d'ambition? Pourquoi pas essayer de créer quelque chose d'un petit peu plus impactant justement? Parce qu'on sait que c'est pas en un après-midi typiquement qu'on va réussir à tacler tous ces sujets ou à les résoudre ou à faire quelque chose. Donc l'idée c'était vraiment de ok, on va y aller, mais on va y aller d'une manière assez impactante et avec beaucoup de valeur derrière. Donc ça c'était pour l'été. Ensuite, l'automne 2021, ça a été une période très très structurante pour nous, très importante. Ça commence par, pour éviter les problématiques que j'ai dit précédemment, ça commence par un message dans le channel Slack des PM qui se dit bonjour tout le monde, moi j'aimerais travailler sur des problématiques PM qui vous intéressent, excusez-moi j'ai perdu le mot, mais qui vous posent des problèmes au quotidien. Et pour ça, j'aimerais avoir des volontaires avec moi, des gens motivés. Est-ce que ça intéresse du monde? Est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser de faire partie de cette communauté, de créer quelque chose? Donc un petit peu une bouteille à la mer, disons. Mais en vrai, au bout d'une semaine, j'avais déjà des premiers volontaires qui avaient répondu présent et on était à peu près 6-7 au bout d'une semaine. Donc ça fait un très bon message. C'est-à-dire que la problématique existe et la problématique est vraiment comprise, entendue par les gens. Il y a des gens qui sont motivés pour faire ça. Donc, il y avait déjà des gens qui étaient motivés, mais il y en a encore plus qui, je pense, attendaient d'avoir ce train aussi et de le prendre. Donc les premiers volontaires. En revanche, ensuite, il y a une phase, c'est là la deuxième, donc définir notre rôle et mission était structurante. Parce qu'une fois qu'on a fait ces volontaires, on a fait notre première synchronisation, on s'est posé la question, ok, donc on a une liste de problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de la tacler et de commencer à faire du delivery dès maintenant? Est-ce qu'on essaie de la comprendre? Est-ce qu'on repose la question au PM? Donc voilà, on se posait la question de quel est le commencement en fait. Donc c'était un peu, on ne savait pas trop.
Et on s'est un petit peu posé, on a un petit peu soufflé, pris un peu de recul, et on s'est dit, c'était en automne, hein, on s'est dit, il y a un nouveau VP produit qui va arriver, un nouveau leadership produit qui va se mettre en place en fin d'année. Le mieux serait de créer notre scope, créer notre mission, la pitch, pour pouvoir ensuite la pitcher au leadership produit et avoir leur support. L'idée, c'était vraiment de, même si c'est une initiative qui est bottom-up, en vrai, c'est vraiment d'avoir le support du leadership. Et ça a été clé. Et du coup, pendant cette période-là, on n'a rien délivré. Mais en revanche, on a créé notre définition de mission. Qu'est-ce que c'est cette communauté produit? Qu'est-ce que c'est Popeye? En gros, qu'est-ce que ça définit? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que ça n'est pas aussi? C'était important de savoir qu'est-ce que ça n'est pas. Donc c'était le premier important. Et le deuxième, c'était aussi notre capacité à montrer qu'on est quand même organisé, structuré, et que ce n'est pas quelque chose qui est lancé comme ça et où on va faire des choses peut-être ou peut-être pas, ou peut-être à un moment donné. Donc avec une vraie organisation. Donc vous voyez ici, en gros, ce qu'on a appelé nous des piliers, qui sont en fait des sous-équipes autonomes, et on les a classés dans l'ordre par impact en fait. On avait les gros éléments qui étaient importants à Mano Mano, et on s'est dit on va organiser des piliers autour de tout ça, et on sait qu'on va avoir de l'impact. Et donc en gros, si je fais juste un petit focus sur ces 4 piliers, donc vous voyez sur le board Miro, en gros vous avez les piliers, les gens, vous avez aussi les objectifs, vous avez aussi c'est un board Kanban, vous avez aussi les projets, donc voilà, on s'est structuré comme ça. Et l'idée c'était d'avoir un premier pilier autour de l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire être PM chez Mano Mano? Comment est-ce qu'on s'intègre dans l'organisation? Comment est-ce qu'on fait évoluer l'organisation? Comment est-ce qu'on discute avec la partie tech, la partie agile, pour justement avoir aussi notre mot à dire là-dedans. Donc c'est vraiment la culture produit au sein de Mano Mano. La partie define, qui est réellement qu'est-ce que ça veut dire faire du produit, que ce soit Mano Mano ou pas même. Donc typiquement, l'ambition qui est peut-être assez forte, mais peut-être devenir une école du produit. C'est assez fort, mais c'est un peu le pitch qu'on pourrait avoir sur ce pilier-là. Typiquement, pour des gens qui viennent chez Mano Mano, ou même des gens qui sont en transition, on a beaucoup de gens qui sont en transition et donc qui sont devenus PM chez Mano Mano, donc ça peut être intéressant. On avait une partie aussi apprentissage et partage. Donc on a beaucoup de PM qui ont des seniorités différentes, des expériences différentes. L'idée était de miser aussi un peu sur toute cette connaissance qui peut être partagée. Donc comment est-ce que, ça se fait par différents moyens, donc du mentoring, du pairing, des sessions spécifiques d'apprentissage. Donc voilà, on a développé pas mal de choses autour de tout ça. Et une partie développe qui est plus, disons, à visée externe. C'est-à-dire que on fait pas mal de choses, ou on a l'ambition de faire pas mal de choses. L'idée, c'est aussi de le partager, l'évangéliser au sein d'une communauté produit plus large, qui n'est pas que la nôtre, mais au sein d'une communauté plus large. Et donc, du coup, de se nourrir aussi des bonnes pratiques, de les partager, et donc de participer aussi au momentum produit. Donc, j'ai passé un petit peu de temps, mais en vrai, ces 2 éléments ont été clés, parce qu'au final, fin automne 2021, donc vers mi-décembre à peu près, on pitch tout ça au leadership produit, et en vrai, ça a duré une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on avait leur support, parce qu'on avait montré qu'on savait où on voulait aller, qu'on savait ce qu'on voulait faire, qu'on était assez clair dans nos missions, et qu'on était aussi assez clair et structuré dans notre approche et notre organisation. Donc en vrai, une fois qu'on a eu ça, on a eu le go et on a eu le support complet du leadership, et ça c'était aussi une victoire assez importante pour cette communauté, parce que du coup ça lui permettait d'avoir les clés, la capacité d'évoluer et de faire des choses. Premier semestre 2022. Donc là, on rentre un peu dans le concret. Donc c'est très bien. On a eu l'aval du leadership produit, on les a vus. Sur le papier, ça marche très bien. La théorie fonctionne très bien. On semble fonctionner très bien. Maintenant, c'est un peu le saut dans l'inconnu. Il faut qu'on arrive à faire des choses. On est au contact des PM. On va commencer à délivrer. Et les questions commencent à arriver. Est-ce qu'on va vraiment délivrer? Est-ce qu'on va vraiment avoir l'accroche des PM? Est-ce qu'on va continuer à exister? C'est une vraie question. On s'est posé la question, est-ce qu'on continue à exister dans 1 an? Donc là, on se frottait vraiment au concret, et c'était un vrai saut dans l'inconnu. Et ça a commencé par, du coup, une communication officielle aux équipes PM. Donc on a eu une tribune spécifique pour pouvoir communiquer ça. Et deuxième élément important, des nouveaux volontaires viennent se joindre à nous. Donc on était 7, on est passé à 12. Et encore, ça renforce encore plus le message et l'importance que ça peut avoir, parce que pour le coup, ça a été assez moteur, et on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous rejoindre, on a doublé l'équipe au final. Donc encore un message très important pour cette communauté. La suite, je vais passer assez rapidement, mais grosso modo, c'est là où on a commencé à réellement délivrer. On s'est frotté vraiment aux problématiques produits. On s'est vraiment frotté aux problématiques des PM. Et donc c'est là où on a eu nos premiers succès, très bien. Donc il faut voir aussi que la majorité des gens sont volontaires. Donc quand je dis succès, c'est des succès très tactiques. On n'est pas allé typiquement changer radicalement une orga ou autre. On a eu des choses très tactiques, et c'est d'ailleurs un apprentissage assez important.
On a eu des fails aussi, qui sont plus sur notre capacité à ne pas faire des choses parce qu'on n'avait pas le temps, typiquement, de faire certaines choses. Les gens sont volontaires, donc aussi leur métier à côté, donc on a des problèmes de delivery, de bande passante, de calendrier. Donc ça, il faut aussi l'inclure. Et donc, des périodes de doute. Ça a été un peu les montagnes russes. On commence, donc c'est très bien, tout le monde est motivé. Et ensuite, les gens commencent à voir un petit peu plus. Enfin, le delivery commence à prendre le pas. Donc on se retrouve dans des synchro Zoom, on est 5, on est 4. Ça devient un peu compliqué. On se demande est-ce qu'on va réellement continuer à exister. Donc là, on se retrouve à être un petit peu plus. Donc ça a été un petit peu montagne russe. Mais au final, on a quand même continué à délivrer. On a quand même réussi à faire des choses. Et si bien que on a dû mettre en place de nouveaux canaux de communication pour montrer qu'on faisait, qu'on délivrait quelque chose, qu'on était présent, donc avec une newsletter spécifique. Et ce qui a été vraiment aussi important, ce qui a pas sanctuarisé, mais ce qui a montré notre valeur et notre reconnaissance, c'est que le VP produit nous a demandé de faire partie de l'off-site produit. Donc il nous a confiance là-dessus, il nous a demandé de l'animer. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez important. Voilà, l'équipe, une communauté existe. C'est à elle aussi de mettre en place des rituels produits, de mettre en place des off-site spécifiques, des team links spécifiques. Et donc, du coup, ça a été aussi quelque chose qui, même si c'était des petites victoires, en vrai, c'était quelque chose d'assez important pour nous, parce que ça renforçait aussi le message qu'on existait et qu'on faisait des choses très importantes. Enfin, en tout cas, importantes qui avaient de la valeur. Et un deuxième élément qui était aussi assez important, c'était notre rétro. Comme je vous disais, on a mis en place notre propre organisation et on fait des rétros. Donc on est assez autonome là-dessus. Et donc on fait un peu, on évolue comme on veut. Et ça a été clé parce que du coup, là, à cette rétro, tout le monde était présent, tout le monde participait. Donc tout le monde avait des choses à dire. Donc ça montre qu'en fait, la motivation était toujours là. C'était vraiment le temps qui était critique, mais la motivation était toujours là. Et en vrai, ça a été aussi assez important pour la motivation globale et le fait que cette communauté a toujours du sens et de l'impact. Je vais y revenir un peu plus tard sur le truc parce que ça conditionne et ça fait débuter une quatrième partie que je vais, notamment l'épilogue dont je vais parler après. Si on s'arrête un petit peu 2 secondes sur ces 3 phases, donc la phase d'émulation, la phase de création et ensuite la phase de delivery. Donc on a quand même certaines réalisations. Donc notamment on a 1 an d'existence. On a 4 principes clés et 4 piliers, donc je vais venir tout à l'heure. 12 volontaires, avec un churn très faible, donc ça c'est aussi important, c'est aussi quelque chose qui est un message assez fort, c'est-à-dire qu'on a un churn très faible, donc les seules personnes qui partent de cette communauté sont des personnes qui partent de l'entreprise et ils sont assez vite remplacés. Donc ça conforte aussi le message que la motivation est là, c'est effectivement une question de temps. Et on a aujourd'hui aussi 16 initiatives en cours. Bon, c'est un peu des métriques de vanité, vous me direz, parce que quand on parle d'initiative, ça peut aller effectivement de mettre en place le framework de BED, par exemple, je parlais un petit peu tout à l'heure, jusqu'à créer un channel Slack spécifique. Mais en vrai, c'est toujours aussi important de les avoir, ces métriques de vanité, surtout dans ce contexte, parce que ça permet justement d'avoir du lien, d'avoir quelque chose de concret, et surtout de se raccrocher à quelque chose, parce que, encore une fois, les gens sont tous volontaires. Et je vous parlais tout à l'heure des principes. Donc nous, on a construit cette communauté autour de 4 grands principes importants. Donc c'est ça qui a été très fondateur aussi dans notre approche. Le premier, c'est que c'est une communauté pour les PM, par les PM. Donc c'est une approche qui est très bottom-up. C'est une approche qui vient de la base au final. Et en gros, l'idée, c'est de se dire que les PM, c'est eux qui ont des problèmes, c'est eux qu'on va écouter, donc on travaille pour eux, c'est nous qui travaillons pour eux, mais aussi, c'est eux qui doivent nous alimenter. Donc c'est-à-dire on peut avoir 2 manières de voir le truc. Donc, on a une communauté très forte, on a un noyau dur, donc des gens qui sont réellement dans cette dynamique-là, et tous les PM autour qui gravitent autour, qui nous permettent de nous alimenter, de nous donner les clés sur okay, j'ai telle friction, j'ai telle problématique à résoudre, ou alors nous aider aussi à mettre en place des choses, à poker des choses ou à agir de manière ponctuelle. Donc c'est vraiment ça qu'on met en place. Donc c'est pas quelque chose qui est dans l'organisation aussi, c'est pas quelque chose qui est top-down, c'est vraiment quelque chose qui est bottom-up. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est une communauté qui est faite de volontaires. Moi-même, en vrai, mon métier, c'est pas d'être au sein de cette communauté. Moi, c'est juste la problématique m'intéressait, donc du coup, j'y suis allé. Mais en vrai, tous les gens qui sont donc les 12 qui sont dans cette communauté travaillent 1-2 heures maximum par semaine sur cette communauté. Et donc, c'est tous des volontaires. Donc, c'est aussi important parce que pour le coup, ça conditionne beaucoup la manière dont on va approcher certains sujets. Typiquement, on ne peut pas être sur des sujets de fond parce que sinon, ça crée un effet tunnel et une frustration. Mais on va être sur des sujets très tactiques au début, quitte à en faire peu, mais ensuite à itérer si jamais ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un message qui a été très fondateur. Donc comme je vous l'ai dit, on est
séparés en équipes, en sous-équipes, en impact team autonome, donc selon les 4 piliers, donc organize, define, learn and share que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça me prouvait aussi qu'on savait où mettre notre impact et on savait après quelles étaient les grandes thématiques à traiter chez nous. Et on a notre propre organisation agile, je dirais. Le terme est un peu galvaudé, mais typiquement ça veut dire qu'on a nos propres synchros, on a nos propres rituels, on fait nos propres rétros, et donc ça montre aussi une certaine organisation. Et donc ça a été, c'est vraiment nos quatre principes fondateurs sur lesquels on ne veut pas rogner et qui permettent de sous-tendre un petit peu cette communauté. Donc c'est un message qu'on communique et qu'on recommunique justement quand on doit parler de cette communauté au sein de l'entreprise. Et quelques exemples voilà, de réalisation. Donc il n'y a pas tout ici, mais typiquement, comme je vous disais, ça va de quelque chose d'assez tactique. Donc typiquement, comme vous voyez en haut à gauche, on a créé un channel Slack pour voilà, partager du contenu, partager des articles, partager des résultats. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vit. On a à peu près 3-4 articles par semaine qui sont en cours. Donc c'est quelque chose qui vit. Ça permet d'avoir un canal de veille pour les PM. Donc c'est vraiment une action qui est assez facile à réaliser. Mais on a aussi eu d'autres actions qui l'étaient un peu moins, où on a mis un peu plus de temps. Notamment, on a essayé de mettre en place, et on a mis en place le framework BET. Donc, framework BET, c'est une manière d'aller construire des initiatives produits au sein d'une entreprise, les communiquer. Donc, c'est quelque chose qui a été évangélisé par John Cutler d'Amplitude. Je ne sais pas si peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Donc, ça, c'était quelque chose qui nous a pris quand même un trimestre. Donc, voilà, on est quand même aussi sur des sujets à viser assez stratégiques. On a pas mal travaillé sur l'onboarding. C'est un gros sujet chez nous, typiquement, l'onboarding. Donc, comment est-ce qu'on facilite l'onboarding des PM? Donc, typiquement, avec la mise en place de différentes welcome letters à différents moments clés du process de recrutement, par exemple, ou de la mise en place d'un buddy programme. Donc, voilà, c'est aussi encore des actions qui peuvent sembler faciles à réaliser, mais en vrai, ça montre aussi qu'on s'attache à des problèmes qui existent et on essaie de les résoudre. Et en dernier, voilà, par exemple, on participe aussi à l'évangélisation, ou en tout cas au développement de cette communauté et de nos PM, en leur donnant des tribunes, soit par des podcasts, par des meet-up, par des articles. Donc là, je vous ai montré l'exemple d'un podcast qu'un des PM a fait, en espagnol d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un exemple de ce qu'on arrive à réaliser. Alors, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je vous ai montré quelques-uns. Beaucoup de choses. Donc sur cette année et demie, pas mal de choses, pas mal de réalisations, de doutes, de questionnements, mais aussi de mise en place. Et je vais m'arrêter ici pour l'instant. Donc l'histoire s'arrête pour le moment à juillet-août 2022. Je vais la reprendre tout à l'heure pour vous dire ce qui se passe maintenant après. Mais je voudrais aussi partager maintenant avec vous quelques éléments clés, quelques apprentissages que nous on a subis, qu'on a vécu et qui pourraient être intéressants aussi pour vous. Le premier, c'est prenez l'opportunité, il faut y aller. En vrai, ça semble naïf de dire ça, mais dans certaines entreprises dans lesquelles j'ai pu aller, ça n'existe pas. On sait qu'on a des problèmes, mais les gens aiment bien se plaindre, les gens n'y vont pas. Les gens vont pas forcément aller au-delà de leur métier. Et si ça vous passionne, si ça vous fait envie, ou si vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, en vrai, allez-y, prenez l'opportunité, faites-le. Et je vous ai montré que si vous faites quelque chose et vous arrivez à motiver d'autres PM vont vous suivre. Certains PM attendent aussi que ça. Ils savent qu'ils ont des problèmes et ils n'ont pas forcément la capacité d'y aller. Et donc, en vrai, il faut un peu leur prendre la main, mais il ne faut pas hésiter à y aller. Et j'ai beaucoup parlé aussi de notre contexte, mano mano, qui peut être particulier. En vrai, tout ce que je vous ai dit aussi, il faut l'adapter aussi à votre contexte à vous. Typiquement, nous, on a mis en place des choses qui répondaient à notre problématique du moment. Faites des choses qui répondent à vos problématiques du moment à vous. Typiquement, grosso modo, n'essayez pas de trop théoriser aussi quelque chose. Allez-y et en gros, ayez une approche lean et continuez à itérer. Sur le deuxième, donc c'est réellement de se dire que ne faut pas y aller tout seul. Encore une fois, ça dépend du contexte, mais typiquement, dans la situation dans laquelle on était, y aller tout seul, ça aurait été perte d'avance en vrai. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'une équipe de gens motivés, donc il y a des gens qui sont motivés dans l'entreprise, une équipe de gens motivés est votre meilleur asset pour ça. Parce que grosso modo, vous allez pouvoir avoir de l'impact, vous allez construire quelque chose, quand vous allez pitcher quelque chose, quand vous allez voir le leadership ou les PM, vous allez y aller ensemble et vous allez avoir une voix commune. Donc en gros, les gens vont vous écouter et c'est beaucoup plus facile ensuite. Donc ça, c'est vraiment... ça vous assure de votre pertinence aussi au sein de l'entreprise. Troisième point,
le support du leadership. Donc, même si c'est une approche bottom-up, en vrai, vous aurez quand même besoin du support des gens au-dessus. Parce que typiquement, si vous voulez aller toucher des sujets ou des projets qui sont structurants, qui font appel à plusieurs PM ou même voire d'autres niveaux dans votre entreprise, si vous n'avez pas l'alignement du leadership, en gros, vous n'arriverez jamais à aller dépasser ce plafond de verre. Donc en vrai, ça c'est une étape qui est cruciale. Et l'idée, c'est réellement de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Comment on veut réellement y aller? Pour justement arriver avec un pitch et une description et un scope bien construit auprès du leadership et justement pour l'embarquer avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche bottom-up peut à un moment donné aussi se transformer. Enfin, vous aurez potentiellement des éléments top-down qui vont arriver, parce que le leadership va profiter aussi de ça pour discuter de certains sujets, faire passer certains sujets. Mais il faut dire qu'ils ont aussi besoin d'initiatives comme ça. Ils ont aussi besoin d'initiatives comme ça pour faire passer la culture produit au sein de l'entreprise et pour la diffuser de manière plus large. Donc nous, c'est un peu aussi ce qu'on a ressenti. Donc ça a été au final d'une approche unilatérale, c'est transformé en approche du coup bilatérale, parce que pour le coup, on discute pas mal avec le board produit sur ces sujets-là. Par contre, en revanche, ça peut être une étape qui est très frustrante, parce qu'en vrai, vous ne délivrez rien pendant ce moment-là. Vous créez votre scope, vous créez votre fiche de mission, vous créez votre organisation, vous ne délivrez pas grand-chose, vous êtes un peu en shadow. Donc ça peut être très frustrant, mais en vrai, c'est nécessaire pour ensuite que vous ayez les portes ouvertes pour ne serait-ce qu'avoir accès aux bonnes personnes, ne serait-ce qu'avoir accès aux bonnes cérémonies. Les succès rapides. Les succès rapides, c'est clé. Encore une fois, vous êtes l'équipe, en tout cas dans notre cas, l'équipe était une équipe de volontaires. Il a fallu que tout de suite, on ait aussi l'impact et qu'on ait aussi tout de suite du support de la part des PM. Et en gros, avec une équipe de volontaires, vous n'allez pas forcément tout de suite chercher très long. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sur des sujets de fond directement. Vous pouvez aller sur des sujets de fond, mais il faut qu'en même temps, vous ayez aussi des sujets qui vous permettent de rapidement, à échelle d'un trimestre, peut-être moins, d'avoir, on arrive à délivrer, on arrive à avoir une valeur à ce niveau-là. Typiquement, ça peut être un channel Slack pour de la veille comme on a fait. Donc ça vous permet aussi de communiquer et ça vous permet de montrer que malgré tout, vous êtes quand même là et vous arrivez à essayer de résoudre des problèmes, même si vous ne traitez que le début, que la couche au début. L'idée, c'est ensuite, après, de voir si ça fonctionne, d'itérer. Et tout ça peut se faire avec une communication qui doit être aussi la plus efficace possible. C'est un gros sujet, la communication, chez nous. Typiquement, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, en vrai. Donc, si vous ne communiquez pas que vous existez ou que vous faites des choses, ils ne le sauront jamais. Et en revanche, donc une fois qu'on a dit ça, se pose la question du meilleur canal de communication. Et en fait, on s'est vite rendu compte que Slack n'était pas forcément, ou toute messagerie instantanée, en vrai, dans l'entreprise, n'était pas forcément le moyen de communication le plus adapté. Donc, au final, les gens ont plein de Slack tout le temps, ne prennent pas forcément le temps de les lire, et quand vous faites des pavés, vous savez que ça ne va pas passer. Donc en gros, il faut éviter de réduire cette communauté à juste une nouvelle notification ou à une notification Slack. Donc on a essayé de trouver des parades pour ça. Donc typiquement, on a créé notre newsletter, on a profité du support du leadership produit pour participer à des cérémonies spécifiques. Donc notamment, on est au Product Monthly, on a fait partie de l'Offsite. Donc voilà, il faut trouver des relais important pour pouvoir communiquer de la manière la plus efficace et faire passer votre message. Et le dernier point, je pense qu'il est aussi, je vais dire le plus important, mais presque, dans ce cas-là, dans le contexte en lequel on est, il faut de la résilience, il faut de l'énergie et il faut aussi un peu de fun. La résilience, parce qu'en vrai, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la phase de delivery, vous aurez des PM qui ne viendront pas forcément, qui n'auront pas le temps de faire des choses. Et en vrai, ça peut paraître paradoxal, mais les PM étant très occupés, il faut plutôt miser sur l'énergie que vous pourrez tirer des PM plutôt que sur la delivery qu'ils peuvent faire. En vrai, si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, typiquement, vous pouvez lui dire ok, c'est pas grave, tu peux faire ça la semaine prochaine, ou tu peux couper, prendre un bout un peu plus petit. Ça passe mieux que lui dire pourquoi tu n'as pas délivré, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela, on l'avait prévu pour telle période, etc. Auquel cas, la personne pourrait dire ok, très bien, mais moi, tu n'es pas mon manager, et en gros, si je peux partir à n'importe quel moment, et en vrai, vous n'arriverez pas à rattraper cette personne-là. Donc en vrai, c'est vachement important, du coup, d'être résilient à ce niveau-là, du coup, de bien discuter avec vos PM, de mettre de l'énergie pour mettre de la motivation, et surtout, de célébrer même, ne serait-ce que le plus petit succès. En vrai, ça fait toujours intéressant, ça met toujours du lien dans l'équipe, et ça permet justement de continuer à avancer avec votre équipe. L'épilogue.
pas mal de choses. Donc après, tous ces learnings, en vrai, prenez-les comme vous voulez, adaptez-les si vous voulez. Ça dépend aussi, donc ça c'est vraiment un retour d'expérience mano-mano. Tous ces learnings, prenez-les et faites qu'ils fit aussi avec votre contexte à vous. Peut-être que certains iront très bien, certains n'iront pas forcément. C'est vraiment voilà, ce que nous on a abordé la chose et qu'est-ce qu'on en retient. L'épilogue, en gros, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, je vous ai parlé des réalisations physiques, tangibles, j'ai envie de dire. Il y a aussi quelques réalisations qui sont intangibles. Typiquement, notre capacité à délivrer, notre pertinence au sein de la compagnie, le support qu'on a du leadership. Donc tout ça, c'est aussi des réalisations qu'on a pu avoir, qui sont difficilement quantifiables, mais au final qu'on a eu. Mais une fois qu'on a fait ça, donc c'est bien, on ne pensait pas avoir ça, mais une fois qu'on a fait ça, donc on a délivré quelque chose, on a réussi à avoir aussi de l'accroche au sein de la compagnie, se pose la question, qu'on n'avait pas anticipé au début, parce qu'on était vraiment en phase de construction, de ok, on a validé une première phase, une première approche, maintenant comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin et à faire que cette initiative et cette communauté puissent scaler. Et donc je vous parlais tout à l'heure qu'on avait notre première rétro au bout des 6 premiers mois. Et en vrai, cette rétro a été assez fondatrice. Il y a eu beaucoup de monde. Vous voyez ici le board Miro, donc vous avez beaucoup de tickets. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient positives. Donc typiquement, les gens apprennent des choses. Ils sont contents de venir parce qu'ils apprennent de nouvelles choses. Ils arrivent aussi à délivrer. Ils sentent qu'ils ont de l'impact. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait aussi d'autres équipes dans d'autres parties de l'entreprise qui commençaient à créer des communautés. Donc on commençait aussi à mettre en place un cercle vertueux. Ça, c'est très bien. Mais sur la partie un peu plus, voilà, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Beaucoup de questions aujourd'hui se posent, sur lesquelles je n'ai pas les réponses. On est très humble là-dessus, parce que voilà, on ne sait pas, et ça peut être d'ailleurs des discussions qu'on peut avoir si vous aussi vous posez ces questions-là et que vous les avez à ce moment-là. Beaucoup de questions qui se posent pour savoir comment est-ce qu'on arrive à passer à l'étape supérieure. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette dynamique? Comment est-ce qu'on arrive à incentiver les volontaires, donc comme ce sont des volontaires, comment est-ce qu'on arrive à leur faire, à les récompenser de cette manière, voilà, pour leur travail, pour ce qu'ils mettent en place. La question de la valeur, voilà, comment est-ce qu'on arrive à mesurer notre valeur, comment est-ce qu'on arrive effectivement à objectiver le fait qu'on apporte quelque chose. Et d'autres sujets, donc voilà, comment est-ce qu'on passe à des sujets beaucoup plus stratégiques, comment est-ce qu'on discute avec d'autres business units, voilà, plein de questions qui se posent sur lesquelles voilà, nous, on doit travailler maintenant pour justement, nous, au sein de la communauté, on travaille pour amener cette communauté un peu plus loin et lui donner encore plus de poids, plus d'impact et plus de liens. Donc, en gros, ici, j'ouvre une discussion. Si vous, c'est des points sur lesquels, voilà, moi, j'ai pas la réponse, on reste humble là-dessus. Si vous, c'est aussi des points que vous avez réussi à traiter, si c'est des points que vous avez aussi en question, je serais très heureux de discuter avec vous là-dessus et de voir un peu comment vous avez fait et comment nous, on pourra adapter aussi ces choses chez nous. Et je vais terminer par rendre hommage aussi à l'équipe, donc voilà, à la Dream Team, comme je l'appelle, où voilà, sans eux, vraiment, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est eux c'est moi qui ai l'initiative, mais c'est eux qui ont tout construit. Donc vous voyez qu'on est une douzaine de personnes sur des sujets très différents, et un grand merci à eux, parce que c'est eux qui font tout également. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci. Merci Alexandre pour ce beau retour d'expérience. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'arrive. Bonsoir Alexandre, merci pour ce partage d'expérience, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, ça va être par rapport à... Tu as dit à un moment que tu as essayé d'adresser pas mal de frictions que peuvent avoir les PM. Ouais. Et parfois, les frictions, c'est avec d'autres équipes de la boîte. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça t'est arrivé, là, sur cette première année, d'adresser un de ces sujets? Et si oui, comment? En fait, nous, on a commencé par les PM déjà. Donc, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on a commencé par les PM déjà, de savoir comprendre réellement quel était leur problème interne. Et après, effectivement, une fois qu'on commence à toucher du doigt ces éléments-là, on va tout de suite vers d'autres équipes. Donc, typiquement, les équipes agiles, parce qu'on est beaucoup en relation avec eux, les équipes tech également, les équipes design. Typiquement, on a un sujet sur la discovery. Comment est-ce qu'on fait une bonne discovery? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une culture de discovery au sein de mano-mano? Et tout de suite, effectivement, on va aller discuter avec d'autres équipes qui sont en relation forte avec nous sur ces sujets. Donc, on commence vraiment, aujourd'hui, et avec notre capacité à faire, on commence vraiment par s'attacher aux problèmes profonds des PM, mais très rapidement, en fait, on a des ramifications vers d'autres équipes de fait, parce qu'on travaille réellement avec eux, quoi. Merci. D'autres questions?
J'arrive. Merci. Merci pour ce retour d'expérience. Moi, je suis Product Ops chez Ubisoft et on a aussi développé une communauté qui nous sert surtout pour la partie culture et évangélisation du mindset. Je me demande dans quelle mesure vous imaginez cette initiative comme quelque chose qui pourrait être transformé vers une équipe Product Ops, qui pourrait être en charge de... Parce que j'apprécie dans votre communauté, c'est que vous mettez en place et vous testez avec une petite communauté des vrais frameworks, des choses à mettre en place. Donc ça pourrait vraiment servir les actions qui sont faites par l'équipe Product Ops. Donc je me demandais si c'était des réflexions que vous aviez. Ouais, carrément. Parce qu'au final, effectivement, on a montré des choses avec cette communauté. On a montré qu'on pourrait faire des choses. Et l'idée, c'est que quand on montre qu'on peut faire des choses, en fait, on a plafonné assez rapidement sur un truc. Comme je le disais, les gens sont volontaires, donc c'est des actions très tactiques, donc, ou alors c'est des actions qui prennent du temps. Donc en fait, le fait d'avoir montré qu'il y avait de l'intérêt à avoir ce genre d'initiative, à avoir ce genre d'éléments, a montré qu'on pouvait aller plus loin et qu'on devait aller plus loin. Donc effectivement, aller plus loin, c'est effectivement envisager ce rôle de Product Ops, c'est cette équipe, à voir comment ça se matérialise. Mais ouais, c'est effectivement des discussions qu'on a aujourd'hui à Mano Mano, parce que justement, on a montré de la valeur avec ce premier framework en fait. Donc ouais, donc on va vers ça, je pense. On tend vers ça, ouais. Donc il ne reste plus qu'une minute. S'il y a une dernière personne qui veut se lancer pour une question, n'hésitez pas. Sinon, ah oui, quand même. Merci Alexandre. Du coup, question, vous l'avez dit, les PM, c'est des gens qui sont très occupés. Ouais. Qu'est-ce qui fait concrètement qu'ils ont envie de venir s'investir dans cette communauté? Qu'est-ce qu'ils y trouvent à titre individuel? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est ça les sort un peu de leur quotidien. Ça leur fait voir d'autres choses. Ils travaillent avec d'autres personnes. Ils travaillent sur des problématiques différentes. Donc en fait, je pense que ça leur permet aussi d'évoluer en tant que PM. Donc c'est un retour qu'on a eu sur la rétro, typiquement qu'on a fait. C'était pas un ou deux retours, c'était plutôt c'était un peu plus pour le coup. Effectivement, on a déjà ce premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est en gros ce cercle vertueux qui nous a montré qu'on avait délivré des choses, que l'ensemble des PM nous reconnaissait. Donc du coup, c'est aussi de la reconnaissance. On arrive à faire des choses, on arrive à créer de la valeur. Donc ça nous pousse à aller plus loin et à se motiver. Donc je pense que c'est ces deux aspects qui font que les PM aujourd'hui sont motivés, sont à fond, et aussi ils peuvent choisir les sujets qui leur plaisent. Donc forcément, c'est des sujets qui viennent des PM, c'est des sujets sur lesquels on vote pour savoir quelle est l'importance de ces sujets, mais ils peuvent choisir aussi les sujets qui leur plaisent, et ça leur permet, je pense aussi, eux-mêmes d'évoluer un peu dans leur métier, tout en apportant une certaine valeur à l'équipe. Merci pour toutes ces questions. Alors, on va finir également cette belle journée sur une belle note. Donc, si vous avez des questions à poser aussi à Alexandre, je pense qu'il sera ravi de vous retrouver lors du cocktail autour d'un verre. Voilà, donc merci à tous et bonne soirée. Merci à vous.